Dans le milieu de la force, 90% des athlètes disent s'entraîner au feeling, alors qu'en réalité, ils s'entraînent à l'aveugle. Tu peux t'entraîner fort, tu peux t'entraîner longtemps, mais si tu ne sais pas ce que tu fais réellement, tu ne vas pas savoir pourquoi tu progresses, ni pourquoi tu régresses. Le tracking n'est pas réservé aux geeks, c'est une compétence de haut niveau. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans le nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui parle de santé et de performance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode autour du tracking, ce qui va te permettre d'améliorer et comment tu vas pouvoir l'optimiser. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Julie, je suis kinésithérapeute et athlète de streetlifting à haut niveau. Et dans ce podcast, le but c'est de parler santé, performance, de comment pouvoir progresser au long terme sans pour autant se blesser. Donc si tu viens de découvrir le podcast, je t'invite à écouter les anciens épisodes puisqu'ils vont pouvoir t'aider si tu as ces objectifs-là. Et sache que tous les lundis matins, tu as un nouvel épisode. Revenons à notre sujet. Donc qu'est-ce que le tracking ? Le tracking, ça va être en fait suivre différents indicateurs, noter des éléments au fur et à mesure qui vont permettre, dans notre cas, de te donner une indication sur comment tu te sens, comment va ton corps, comment tu progresses. Le tracking, il est là pour t'apporter une vue d'ensemble, une vue globale sur plusieurs indicateurs pour que tu puisses ensuite prendre les meilleures décisions. C'est vraiment ça, la base du tracking, c'est poser à plat toutes les choses pour avoir une vue extérieure et ensuite avoir des choix éclairés et judicieux en fonction de nos objectifs. Vous allez voir, en tracking, il y a deux piliers principaux dans la force. On va retrouver, en premier pilier, la charge externe. La charge externe, c'est tout ce que tu vas imposer à ton corps, tout ce que tu vas lui demander de faire et qui est indépendant de comment toi tu peux te sentir, c'est vraiment factuellement ce que tu fais. Dans ce premier pilier, on va retrouver le volume. Le volume, ça va correspondre au nombre de séries fois le nombre de répétitions fois la charge que tu lui appliques. C'est tout simplement le volume que tu as dans ton entraînement et qui détermine le stress mécanique que tu vas appliquer à tes articulations, tes muscles, tes tendons. Et ce volume-là, il va être super important à analyser, à déterminer, puisque si tu as un volume trop élevé, tu risques la blessure, tu appliques trop de contraintes par rapport à ce que ton corps est capable d'encaisser, et à l'inverse, si tu mets un volume trop faible, là, t'as pas de stimulation suffisante pour permettre à ton corps de s'adapter. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un graphique qui existe pour représenter un petit peu ça. En fait, vous avez une première ligne qui représente la dose minimale effective, et vous avez une ligne supérieure qui représente, on va dire, la ligne maximale, celle à ne pas dépasser, sinon tu risques de te blesser. Et en fait, le but à l'entraînement, c'est d'être entre ces deux lignes, pour avoir une dose efficace de travail, pour pouvoir progresser, mais de ne pas dépasser cette barrière, auquel cas tu risques la blessure, la surcharge, le surentraînement, et de ne pas être en dessous la dose minimale effective, auquel cas tu risques de ne pas progresser comme tu veux. Il y a également une autre donnée à prendre en compte dans le volume, c'est que si ton volume est irrégulier, c'est-à-dire que si une semaine tu fais, 100 tractions, que la semaine d'après t'en fais 200, par exemple sur ta semaine, et que ensuite tu redescends à 50 tractions, là tu vas te retrouver avec une irrégularité de volume, et le problème c'est que le corps a du mal à s'adapter à l'irrégularité. Il préfère que ce soit plus linéaire. Évidemment, c'est pas une belle courbe toute simple, il y a toujours des variations, mais voilà, une progression plus ou moins linéaire, vous l'avez compris, et pas avec des gros pics de volume, puis des faibles, puis des gros, etc. Le deuxième paramètre de votre charge externe, ça va être l'intensité. Et là, l'intensité, faut bien la différencier du volume. L'intensité, elle va dicter la fatigue neuromusculaire. Donc une grosse intensité, c'est quand on est sur des RPE 8, des RPE 9, tandis qu'une plus faible intensité, c'est quand on sera plus sur des 5, 6. Donc l'intensité, ça va être hyper important à traquer, parce que vous pouvez pas être à une intensité maximale toute l'année. Auquel cas, vous allez fatiguer votre système nerveux, et vous n'allez plus progresser, vous retrouvez fatigué, et vous pouvez même risquer le burn-out, comme on en avait parlé dans un ancien épisode. A contrario, être à une intensité trop basse trop longtemps, ça ne permet pas de gagner en force et de stimuler assez intensément votre système nerveux. Autre paramètre, la fréquence. Et ça, c'est un paramètre qui, je trouve, est très sous-coté dans l'entraînement en force ou l'entraînement en général, parce que autant le volume et l'intensité, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on en général traque assez bien, mais la fréquence, on y prête peut-être moins attention, alors que c'est super important. Il faut savoir que déjà, vos tendons, ils aiment la fréquence et ils aiment pas les pics. Donc quand je parle de fréquence, c'est fréquence d'entraînement, mais également par mouvement. Par exemple, je m'entraîne aux tractions, 3 fois par semaine, si la semaine d'après je passe à 5, après je passe à 2, après je passe à 1, vos tendons, ils vont pas kiffer. Ils vont pas kiffer parce qu'ils vont se retrouver avec des grosses fréquences d'entraînement d'un coup, ils vont pas comprendre ce qui arrive, puis et ils savent pas comment s'adapter. Et ce, même si vous gardez le même volume. Alors évidemment, si vous modifiez aussi le volume,
c'est encore plus compliqué, mais je veux dire, à volume égal, avec une fréquence différente, vous pouvez avoir des résultats différents. Et en street lifting, c'est une notion qui est très importante à prendre en compte, parce que je pense que vous avez déjà remarqué, par exemple, que si vous avez une grosse séance squat, et que le lendemain, vous devez faire des muscle-up ou des tractions, généralement, vous êtes beaucoup plus fatigué, c'est beaucoup plus dur, vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, le squat, c'est un exercice tellement énergivore, tellement intense, que ça va vous pomper une bonne partie de votre nerveux, et même si c'est pas les mêmes muscles engagés, le système nerveux, il est commun. Et donc, vous allez avoir un impact sur votre nerveux, même pour d'autres exercices, comme par exemple le muscle-up, qui demande aussi une coordination, une concentration particulière par rapport aux autres mouvements du street lifting. Donc c'est hyper important d'analyser sa fréquence pour comprendre comment articuler au mieux les mouvements pour progresser et surtout de savoir quelle fréquence mettre parce que ça c'est dépendant de chacun et ça dépend de vos objectifs. Vous pouvez très bien vous retrouver avec 3 squats par semaine quand vous êtes sur un bloc squat, mais auquel cas il faudra pas être étonné d'être plus fatigué sur le reste, de moins progresser, puisque là le focus c'est le squat, ou alors même mettre que un squat par semaine parce que vous êtes sur une phase de récupération nerveuse et que là il faut baisser la fréquence. Donc la fréquence, très important à analyser également. Le quatrième et dernier sous-paramètre du pilier charge externe, ça va être la densité. C'est-à-dire que pour une même séance, vous pouvez très bien la faire en 2 heures ou la faire peut-être en 50 minutes. Si vous réduisez les temps de repos, si vous enchaînez plus rapidement, si vous passez plus rapidement sur l'échauffement, et l'impact ne va pas être le même. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte et qui est important d'analyser, parce que si vous modifiez tout le temps votre densité, vous n'aurez pas les mêmes stimulations et pas du coup les mêmes réponses. Je m'explique. Par exemple, sur votre programmation, vous avez votre séance 4 avec vos exercices, et de semaine en semaine, on augmente soit le volume, soit l'intensité, soit un petit peu des deux, mais en tout cas, il y a une programmation logique. Si vous suivez cette programmation, mais si sur votre séance 1, vous êtes là, vous prenez bien vos temps de repos, vous prenez le temps, et que la semaine suivante, vous avez plus le temps, vous avez prévu un truc après, et vous essayez de tout accélérer, de boucler ça en moitié de temps, déjà, les stimulations sont pas les mêmes, et donc les résultats peuvent être différents de ce qui a été programmé. Donc pour résumer un petit peu ce pilier, la charge externe, c'est ce que vous imposez à votre corps, c'est la partie, on va dire, visible de votre effort, celle que vous faites concrètement. Et ça, si vous êtes coaché, normalement, c'est votre coach qui se charge de gérer tout ça, d'analyser, de programmer, et vous avez juste à faire ce qui est écrit, du mieux que possible, et c'est réglé. On va passer maintenant au deuxième pilier qui correspond à la charge interne. La charge interne, c'est tout ce que tu ressens et c'est comment ton corps réagit par rapport à la charge externe. En d'autres mots, la charge interne, c'est la réponse de ton système nerveux, de ton système tissulaire, de ton système psychologique à ce que tu lui imposes avec ta charge externe. C'est elle qui va dire c'est ok ou c'est stop. Donc ça va être très important également de traquer cette partie-là parce qu'elle va vraiment conditionner votre capacité à pouvoir faire correctement ce qui est demandé dans la charge externe. Le premier sous-paramètre, ça va être la fatigue subjective. Et dans la fatigue subjective, il y a d'autres sous-catégories, on va dire. On peut retrouver le plus courant, le RPE, que moi personnellement j'utilise beaucoup à l'entraînement. On peut retrouver la vitesse d'exécution, ou plutôt la sensation de vitesse d'exécution, parce que parfois on peut avoir une sensation un petit peu différente de la vitesse par rapport à ce qu'elle est réellement. On va également avoir aussi la lourdeur musculaire, comment vous vous sentez sur vos exercices, et la motivation que vous avez à faire. Donc tout ça, on va le rentrer dans la fatigue subjective, et il faut comprendre que la fatigue subjective, c'est ce qui prédit au mieux la performance et les chiffres. Dans le sens où, si vous arrivez à bien ressentir les choses, si vous arrivez à bien écouter votre corps, vous allez percevoir déjà des signes qui peuvent vous indiquer si vous allez performer ou il faudrait un petit peu plus vous reposer. Parce qu'en fait, le système nerveux, il envoie déjà des signaux avant même la baisse de performance et ces signaux, vous pouvez les déceler par rapport à cette fatigue-là. C'est pour ça que c'est super intéressant aussi de travailler avec des RPE parce que ça permet de prendre en compte le ressenti de l'athlète et aussi de l'obliger à faire attention à ses sensations. Et ne t'inquiète pas, je t'expliquerai juste après comment tu vas pouvoir traquer cette partie-là, même si ça semble un petit peu flou comme ça. Le deuxième paramètre qui est pour moi le plus important de ta charge interne, ça va être le sommeil et la qualité de celui-ci. Le sommeil dans un sport de force, c'est le pilier numéro 1 pour être performant. Tu ne peux pas demander à ton corps d'être performant sur tes entraînements, de produire de la force, d'être en forme, s'il n'a pas pu récupérer correctement. Et attention, quand je dis sommeil, c'est évidemment plutôt au long cours. Ça nous est tous arrivé de faire une mauvaise nuit et de pour autant tout casser sur l'entraînement. Pourquoi ? Parce que sur les 20 autres dernières nuits d'avant, on avait plutôt bien dormi, on avait aussi bien mangé, on s'était bien hydraté, etc. En fait, plus vous êtes régulier sur votre hygiène de vie, plus les petits écarts que vous pouvez avoir
ne vont pas avoir de conséquences sur votre entraînement. Mais il faut comprendre que si tu fais une nuit de 6 heures ou moins, tu as des phénomènes physiologiques qui se passent et ça s'explique. Ça s'explique pourquoi tu es moins performant, pourquoi tu as plus de mal. Tu vas avoir une baisse de coordination, une baisse de potentialité nerveuse, tu peux avoir aussi une baisse de motivation, de concentration, et tous ces facteurs-là vont faire que sur ton entraînement, tu vas pas pouvoir être aussi pertinent techniquement, développer autant de force que si tu avais bien récupéré. Donc le sommeil, c'est super important. Et en rééducation, c'est la même chose. Si j'ai un patient avec une tendinopathie, qu'on fait la meilleure programmation du monde, les meilleurs exos du monde, mais qui dort que 5 nuits par semaine chaque nuit, on ne pourra pas progresser. On ne pourra pas progresser parce que j'ai beau appliquer les meilleures stimulations possibles, si son corps n'a pas le temps de se régénérer, de récupérer de ces stimulations-là, on n'avancera pas. Donc le sommeil, très important à traquer, presque même le plus important, parce que ça va déterminer vraiment toute votre performance. Troisième paramètre, ça va être la douleur. La douleur, pourquoi ? Parce que c'est ce qui va être aussi le reflet de votre adaptation tissulaire, même si vous n'êtes pas sur un cadre rééducatif. Dans le sens où c'est pas parce que vous avez une douleur que c'est grave, que faut faire attention, que vous êtes mal entraîné, etc. Mais c'est une première indication. Une douleur de façon ponctuelle, ça peut arriver, surtout si on considère par exemple l'aspect courbature également dans douleur. Voilà, ça peut arriver. Ce qui compte, c'est de suivre l'évolution. Si par contre la douleur, elle est là tout le temps, elle s'intensifie, elle est là sur les mêmes exercices, elle commence à limiter, c'est là qu'il va falloir agir et faire attention. Donc c'est bien de traquer les douleurs pour se dire, ok, là j'ai eu une douleur là, mais là je vois que sur le reste de ma semaine, en fait, je l'ai pas noté, ça m'a pas embêté. Ou, là j'ai une douleur là, là je l'avais encore, là je l'avais encore, puis en fait je me rends compte que c'est à chaque fois que je fais des tractions que j'ai des douleurs, donc là il faut creuser. Donc tracking de la douleur, très important aussi. Le quatrième paramètre de votre charge interne, c'est un des plus sous-cotés, c'est le stress. Il faut savoir que le stress, ça a un impact très important sur tout ce qui est nerveux. Et donc sur les sports de force qui dépendent du système nerveux. En fait, c'est comme si votre système nerveux, il allait pas dissocier le stress mécanique que vous appliquez à l'entraînement ou le stress que vous avez dans votre vie professionnelle ou le stress que vous avez dans votre vie perso. Tout ça se mélange un petit peu pour lui. Ce qui fait que, à l'entraînement, c'est beaucoup plus facile de se dire j'ai fatigué mon système nerveux parce que, factuellement, j'ai soulevé des charges lourdes, j'étais RPE 9. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'en prendre conscience quand on a eu une période de stress parce que on ne va pas forcément bien l'identifier, on va pas forcément savoir la quantifier, et pour autant, ça va impacter ton système nerveux. Tu peux très bien, par exemple, être en deload, donc avec des charges très légères, d'un volume assez léger, et pour autant être en période d'examen, ou être en période de recherche d'emploi, ou avoir des soucis financiers. Ce qui fait que sur ta vie perso-pro, tu vas être beaucoup plus stressé, beaucoup plus anxieux, et tu vas te retrouver avec une charge interne qui va être beaucoup plus importante que ce que tu as pu avoir sur un bloc d'intensification où ta charge externe était assez élevée, mais que tu le vivais plutôt bien. Donc ce qu'il faut retenir avec le stress, c'est que ton corps, il sait qu'il est stressé, il sait qu'il a des choses physiologiquement qui se passent, mais il ne sait pas pourquoi. Donc pour résumer un petit peu tout ça, la charge interne, c'est ce que ton corps vit, c'est ce que tu ressens, c'est la vérité de l'impact de ce que tu fais sur ton corps. Maintenant, on va voir comment traquer toutes ces données sans pour autant que ça devienne une charge mentale supplémentaire. Je vous ai fait tout un topo sur la charge interne, sur le stress, etc. C'est pas pour que le tracking vienne vous rajouter une source de stress. Au contraire, le but, c'est d'alléger tout ça et de mieux comprendre son corps. Donc le principe d'or de ce tracking, ça va être la simplicité. Moi, je vous conseille, dans un premier temps, de traquer 3 à 5 données maximum par jour, parce que si on va au-delà, en général, au bout d'un moment, ça nous saoule, on arrête tout, et on ne traque plus rien. Donc le format de tracking que je vais vous recommander, il va être assez simple et facile à mettre en place. Premièrement, on va suivre la charge du jour avec le volume, le RPE. Donc ça, si vous êtes coaché, encore une fois, c'est dans votre entraînement. Vous n'avez même pas besoin de le faire, c'est votre programmation. Et si par contre vous n'êtes pas coaché, ça va être de noter ce que vous faites jour par jour dans votre entraînement pour avoir un suivi là-dessus et comme je vous le disais, d'éviter les grandes fluctuations. Deuxièmement, vous allez me traquer le sommeil et la qualité de celui-ci. Donc le mieux, c'est d'avoir un outil pour le faire comme moi je l'ai par exemple avec ma bague, il y a beaucoup de montres aussi qui le font, mais c'est de pouvoir savoir déjà combien de temps vous dormez et surtout la qualité de votre sommeil. Quels sont les cycles de votre sommeil? Est-ce que vous avez eu suffisamment de sommeil profond? Tout ça, c'est hyper intéressant parce que si vous passez 10 heures au lit et que vous avez eu très peu de sommeil profond, vous êtes beaucoup réveillé, vous avez fait quelques insomnies, votre sommeil ne sera pas forcément récupérateur. Donc analyse du sommeil, très importante. Le troisième, ça va être évaluer votre énergie. Donc vous pouvez vous mettre sur une échelle de 0 à 10, comment je me suis sentie aujourd'hui. Ça permet d'avoir une seule note globale, ça permet d'avoir une seule note qui permet un petit peu de retracer votre sentiment global de la journée et de voir comment fluctue votre énergie. On va faire la même chose avec la douleur, de 0 à 10. Est-ce que j'ai eu une douleur ou pas?
à quelle intensité elle était, où elle était. Comme ça, vous pouvez suivre votre paramètre de douleur. Et à ces 4 paramètres, vous pouvez même rajouter un petit commentaire sur comment vous vous êtes senti, s'il y avait des petites choses particulières à noter. Donc voilà, vous avez 4 paramètres à noter. Un petit commentaire, je pense que c'est à la portée de tout le monde, et pour autant, ça va beaucoup vous aider pour l'évolution de vos performances et de votre santé. Comme je vous le disais avec le sommeil, si vous n'avez pas forcément d'outils, vous pouvez le faire de la manière dont je vous l'ai dit, mais si vous avez des outils qui peuvent vous aider, ça c'est encore mieux. Je sais que moi, avec ma bague, pour le coup, elle objective énormément de données, et j'ai pas à m'en soucier, c'est-à-dire que le matin, je me lève, j'ai directement mon récapitulatif de données sur le sommeil, sur la fréquence cardiaque, sur la récupération, la température de la peau, etc. Et ça me donne des notes. Donc note de sommeil, j'ai vraiment un score de sommeil, un score de récupération, un score de mouvement, ce qui me permet de voir directement, hop, sur ma semaine, comment j'ai bougé, comment j'ai récupéré, comment j'ai dormi, et j'ai pas besoin de m'en préoccuper, j'ai direct mon rapport de fait. Et si vous êtes comme moi, que vous avez un peu du mal à vous analyser, moi je sais que j'ai quelques soucis d'interoception, c'est-à-dire que je vais pas forcément ressentir ce qui se passe dans mon corps, sauf pour les extrêmes. C'est-à-dire que quand je me sens très bien, je vais sentir que je me sens très bien, et quand je me sens très mal, je vais sentir que je me sens très mal. Mais entre les deux, il y a un flou où je suis incapable de dire si j'étais un peu plus fatiguée, si j'avais mal quelque part. Les douleurs, c'est un peu pareil aussi. C'est que soit j'ai très mal et limite, faut que j'aille aux urgences maintenant, sinon je vais crever. Ou soit je ressens pas la douleur et juste quand je me pose la question, je me dis ah bah oui, c'est vrai que j'ai mal. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment un problème d'interoception. C'est ne pas sentir comment son corps se sent à part sur les extrêmes. Et c'est vrai que ces soucis d'interoception, ça m'a des fois joué des détours. Quand j'étais plus jeune au collège, au lycée, ça m'arrivait très souvent de faire des malaises parce que je ne ressens pas la faim avant qu'elles deviennent vitales pour mon cerveau. Alors, je me laisse pas non plus mourir parce que je sais qu'il faut que je mange dans ma journée, mais disons que très souvent, c'est faire un malaise qui me faisait me dire « Ah bah là, je manque de sucre ». Avant, je l'avais pas forcément senti, encore plus quand j'étais prise dans une activité, ça peut m'arriver d'être tellement prise dans un truc que j'oublie de manger. Petite parenthèse fermée, parce que si vous êtes comme moi, c'est encore plus important d'avoir des outils qui peuvent vous prévenir que attention à ça, attention à ci, avant d'arriver vraiment vers un stade où ça devient beaucoup plus important et beaucoup plus contraignant. Donc si la bague elle vous intéresse par exemple, je vais vous mettre les références en description avec mon code promo si vous voulez jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment un petit bijou de technologie. Je ne m'en passe plus. Maintenant que vous savez comment traquer et quoi traquer, il faut quand même faire attention à certains petits points qui peuvent devenir un peu les pièges du tracking. Le premier piège, ça va être l'hypercontrôle. Vouloir tout contrôler. Si vous êtes un peu accro des chiffres, ça peut être un petit peu le risque, c'est un peu mon cas parfois, je le reconnais. C'est d'aimer tout suivre, tout regarder, vouloir que tout soit ouvert. Et c'est plutôt bien parce que ça va vous permettre de faire attention à vous, de prendre soin de vous d'une certaine manière, avec des données objectivables. Mais voilà, encore une fois, faut pas que ça devienne un stress, faut pas que ça augmente votre charge interne. Le but, c'est plutôt de vous décharger, vous permet d'être mieux, plus performant. Il faut pas que ça vous rajoute une charge supplémentaire, de vous dire à minuit le soir, oh, il me manque 1000 pas, il faut que je ressorte absolument parce que sinon j'ai pas validé mon objectif de pas. On se calme, on traque tranquillement, mais on se met pas la pression. Le deuxième point, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est confondre tracking et performance. C'est pas parce que tous vos paramètres sont ouverts que vous allez être le plus fort sur cette séance. Et c'est pas parce que tous les feux sont au rouge que vous allez être forcément nul. Il faut pas que le tracking impacte mentalement comment vous appréhendez l'entraînement. Ça doit vraiment être un suivi qui va vous permettre de prendre des décisions, on y reviendra après, mais c'est pas le tracking en lui-même qui conditionne 100% de vos performances ou non. Donc on s'assure d'avoir des données assez bonnes la plupart du temps, et c'est ça qui vous fera performer. C'est pas parce qu'un jour vous avez dormi 5 heures, j'en ai parlé tout à l'heure, que vous allez être forcément nul, et c'est pas parce que vous avez dormi plus de 8 heures, que vous avez bien marché, bien mangé, que vous sentez bien, que forcément vous allez prendre plus 10 sur votre mouvement aujourd'hui. Et troisième piège à faire attention, c'est n'utilisez pas le tracking contre vous. Le but c'est d'avoir une vision réaliste de ce qui est possible de faire. Je ne pense pas que ce soit réaliste, honnêtement, de se dire toute l'année, tous les jours, je dois avoir dormi 9 heures, je dois avoir une énergie à 10 sur 10, je dois avoir une fatigue à 0, des douleurs à 0, je dois avoir fait mes 20 000 pas, je dois avoir mangé ceci, cela. Ce n'est pas tenable, et si vous avez cette vision-là quand vous faites le tracking, ça risque plutôt de vous dégoûter ou de vous emmener vers l'abandon du tracking. Le but, c'est d'avoir une vision réaliste. Ok, là, je sais que c'est un paramètre sur lequel j'ai tendance à être un peu border la plupart du temps. Je vais essayer d'améliorer un petit peu plus. Si par exemple, je sais pas, vous dormez 6 heures par nuit, par semaine et que vous êtes tout le temps fatigué, ok, je vais essayer d'augmenter peut-être à 7, de me coucher 1 heure plus tôt, voir comment je me sens, voir comment ça impacte. Faut vraiment que ce soit réaliste et que vous y alliez progressivement,
dans l'amélioration des différents paramètres. Donc le tracking, ça va vraiment être ton outil qui va te permettre de prendre les meilleures décisions pour toi et ton entraînement. Si par exemple, tu remarques une baisse des performances, une grosse fatigue, des douleurs qui commencent à apparaître, ça va être ton signe pour inclure un deload. Et ça, tu vas pouvoir l'objectiver rapidement grâce aux éléments que tu as mis dans ton tracking et éviter de tomber vers le burn-out, vers un point de non-retour ou en tout cas de retour plus compliqué, parce que tu auras objectivé déjà des signes qui montraient que tu fatiguais grâce à ton tracking. Ça va aussi te permettre de mettre en lumière ce qui est bon pour toi. Si, je sais pas, tu décides de te mettre à une activité, mettons, créative, j'aime bien les activités créatives, et que tu remarques que, tous les jours où tu as fait ton activité créative, tu dormais mieux, le lendemain tu te sentais plus en forme, tu vas pouvoir te dire, trop bien, je sais que ça, il faut que je le garde le plus possible parce que ça me fait du bien. Factuellement, mon tracking m'a montré que ça me faisait du bien, et du coup, je le maintiens. Donc tu l'auras compris, le tracking est là pour te donner une vision plus claire, pour que tu saches ce qui est bon pour toi, ce qui est moins bon pour toi, sur comment améliorer, et tout ça dans un but de te sentir mieux toi dans ton quotidien, d'être plus performant et aussi de prioriser ta santé. Le tracking, il est pas là pour te dire qui tu es, mais plutôt pour t'aider à comprendre comment tu fonctionnes et comment tu vas pouvoir pousser plus fort, plus loin, plus longtemps. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si t'as plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit j'aime et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye!